rémunération, elle est là pour stimuler des comportements professionnels. C'est vrai que le salaire, c'est un sujet tabou en France. Déjà, parler de rémunération, c'est parler d'argent. Et on n'aime pas parler d'argent en France. 51% des salariés aimeraient connaître la rémunération de leurs collègues et de leurs managers. Il y a des systèmes de primes individuelles en place, pour tout le monde. Il y a cette obligation légale qui arrive dans un an. Il y aura également des mécanismes de correction d'écart salarial. Il faut mettre le salaire dans l'offre d'emploi. Parce que c'est quand même le plus simple et évident. Et les salaires, on les met au roi des pâquerettes? Bah non, en fait, ça ne va pas fonctionner. C'est vrai que c'est un sujet qui anime. La rémunération, c'est pas que la ligne en bas du bulletin de paye qu'on a tous les mois. Bienvenue sur People Place, le podcast qui brise les barrières pour parler franchement des enjeux RH. Moi, c'est Maud, experte RH et cofondatrice du Temple RH. Je suis Marine, avocate en droit du travail et cofondatrice de la solution Kanoun by Legal Place. Ce podcast est votre espace pour découvrir toutes les bonnes pratiques indispensables pour faire de vous un professionnel RH en pleine maîtrise. Abonnez-vous pour ne rien rater de tous les épisodes vidéo et audio sur Apple, Spotify et toutes les plateformes disponibles pour rester connecté et vous inspirer. Bonjour à tous, aujourd'hui on est très contente de recevoir Sandrine Torbe, ancienne directrice adjointe de Companben de BNP Paribas, aujourd'hui experte en rémunération chez ton entreprise que tu as créée, donc How Much. Tu es aussi conférencière et tu as écrit un livre qui est sorti donc, le 12 février aux éditions du Node. La rémunération n'est pas une question d'argent. Bonjour Marine. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour à toutes les deux. Et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir de t'avoir. Donc c'est vrai que le salaire, c'est un sujet tabou en France. Il y a une donnée que j'ai cherchée chez Région Job. 83% des salariés considèrent que les salaires sont un sujet tabou en France. 78% ignorent le salaire de leur manager, 50% ignorent le salaire de leurs collègues, donc un petit peu moins, et 51% des salariés aimeraient connaître la rémunération de leurs collègues et de leur manager. C'est vrai que c'est un sujet qui anime, même sur LinkedIn, à chaque fois je faisais des posts rémunération. C'est des sujets en tout cas voilà, où le débat est là. C'est aussi une des 3 motivations des salariés, selon une dernière étude de France Travail et de Terra Nova, ce qui me paraît en tout cas tout à fait normal. On rejoint une entreprise aussi parce qu'on a un salaire, un package qui va nous permettre en tout cas d'évoluer professionnellement. Alors pourquoi, Sandrine, le salaire reste-t-il encore un sujet si tabou en entreprise alors qu'il est vraiment au cœur des attentes des salariés? Pour moi, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que déjà, parler de rémunération, c'est parler d'argent. Et on n'aime pas parler d'argent en France. La deuxième Pourtant, on aimerait savoir qu'est-ce que mon voisin a. Pourtant. Il y a un vrai sujet autour de l'argent. On est très curieux, mais on ne veut pas trop en parler. Et on veut pas que les autres... On veut savoir combien le voisin gagne, mais on n'est pas trop à l'aise à l'idée que notre voisin pourrait savoir combien nous, on gagne. Il y a plein de raisons socioculturelles à ça. On n'a que 3 quarts d'heure, je ne peux pas trop creuser, mais en tout cas, voilà, c'est lié à notre histoire, à notre histoire commune. Et la deuxième raison, c'est que parler de rémunération, c'est parler d'argent, mais aussi parler de ses émotions. Alors quand je dis ça, je vous rassure, je ne suis pas en train de vous faire un épisode de Oui Oui au pays de la RH. Quand je parle d'émotion, je parle vraiment de ce qu'il y a, de notre langage de l'argent finalement, de quand on parle d'argent, au-delà des euros, de quoi on parle. Quelle est notre histoire par rapport à ça et quel est notre besoin, alors soit de reconnaissance, soit de justice. Il y a plein de choses qu'il peut y avoir derrière ça. Le fait est qu'on n'aime pas parler d'argent et on n'aime pas parler de nos émotions. Alors on n'aime pas en parler parce que déjà, la plupart du temps, on n'est même pas capable de les nommer. C'est un sujet aussi qui est assez intime, finalement, la fiche de paye, le salaire, et même nous, en tant que RH, on peut être aussi parfois mal à l'aise. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est assez intime, je trouve. C'est un sujet qui appelle à la notion, je pense, de reconnaissance aussi. Donc qu'est-ce qu'on met derrière? Et puis, c'est un sujet qui est complexe, en fait, la rémunération. Et je pense que tout le monde ne se sent pas légitime. Et d'ailleurs, moi, c'est une question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qu'on entend, en fait, par politique de rémunération? Voilà. Je vais rebondir à ce que tu disais, Maud, juste avant de répondre à ta question, Marine, promis. Il n'y a pas très longtemps, une amie en soirée, soirée de l'enfer, de mon point de vue, les gens avaient beaucoup bu, se sont lancés dans un tour de table de combien chacun gagne. Et il se trouve qu'à la fin du tour de table, celle qui gagnait le moins. Et le lendemain, à jeun, elle se sentait tellement mal et elle m'a dit « mais je me suis sentie à poil ». Je voulais rebondir à ce que tu parlais d'intimité, mais je me suis sentie vraiment à poil devant eux. Parce que c'est le jugement aussi des autres, la perception que les autres peuvent avoir de toi. Ouais, tu gagnes que, je sais pas moi, 2500 €. Quand on parle de son salaire, et c'est une des raisons pour lesquelles on n'aime pas en parler, il y a 2 choses qui se produisent. Là, par exemple, si moi je vous donne mon salaire, instinctivement, sans même y penser, sans même le vouloir, vous allez le comparer au vôtre.
Si je gagne la même chose ou plus que vous allez peut-être vous dire, mais est-ce que c'est normal, compte tenu de mon âge, de ma carrière, de ma contribution à la société, est-ce que c'est normal que je gagne autant? C'est pas que vous êtes des mauvaises personnes, hein, on le fait tous et toutes. Si je gagne moins, bah là, vous allez peut-être vous dire, bah, ça va, ce qu'elle fait, c'est pas si compliqué que ça, vu qu'elle gagne moins que moi. Et ça, on le fait sans s'en rendre compte. Et justement, le fait que ça arrive fait qu'on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie que les autres se positionnent par rapport à nous. Et on me dit de plus en plus, et on me l'a dit notamment dans un atelier où je devais former des référents rémunération dans une entreprise, qui voulaient qu'en dehors du CSE, en dehors de la RH, il y ait des salariés plus armés que les autres qui puissent répondre aux questions des collègues sur la politique de rémunération, ce qui peut se faire, et remonter les sujets, en dehors des enjeux politiques, des CSE et tout ça. Et donc, parmi ces délégués, il y avait une personne qui était jeune, qui avait moins de 30 ans. Et donc, moi, je commence ma formation. La rémunération, c'est tabou. L'argent, on n'aime pas en parler. C'est culturel, blablabla. Et il finit par m'interrompre en disant, écoutez, moi, je ne me sens pas concernée. Alors, on n'est pas de la même génération. Hyper vexant, moi, j'avais rien demandé. Je ne suis pas là pour souffrir. Mais bref, il me dit, on n'est pas de la même génération. Nous, on en parle. Il dit, mais moi et mes collègues, moins de 30 ans, on en parle de notre salaire. Et en face de lui, il y avait ses collègues plus âgés qui étaient, ah bah non, nous, pas du tout, jamais, grand Dieu... hors de question. Donc, et un jour, donc, tout ça pour dire qu'on en parle de plus en plus. Et un jour, j'ai testé l'idée sur une classe, c'est de M2 RH auprès desquels j'enseignais, et je leur dis, est-ce que vous, la rémunération, sur l'apprentissage, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc vous qui avez un salaire, est-ce que vous êtes OK pour parler de votre salaire? Oui, bien sûr, pas de souci. Et je vise une jeune fille qui était la plus assertive dans la salle, et je dis, donc vous parlez d'argent avec vos collègues. Elle me dit, mais oui, mais évidemment. Cela dit entre nous, grille d'apprentissage. Oui, c'est assez normé. Peu d'enjeux. Oui, peu de différence. J'ai donc vous en parlez avec votre famille. Elle me dit, mais oui, bien sûr, pas de problème. Je vous en parle avec vos amis. Petite pause d'une seconde. Je fais, tiens, sautons dans cette petite pause. Donc elle me dit, mais oui, évidemment, j'en parle avec mes amis, mais je sais pas, vous avez eu un doute. Vous en parlez avec tous vos amis? Je dis, bah non, pas avec tous. Je n'en parle qu'aux amis dont je suis sûre qu'ils gagnent la même chose. Ah, c'est intéressant. Pourquoi? Je dis, parce que j'ai des amis, je sais que, alors ils ne sont pas en RH, ils font un autre métier où on gagne mieux sa vie, mais je veux pas qu'ils me jugent, je veux pas qu'ils pensent que ce qu'on fait en RH c'est nul, parce qu'on gagne moins. Ok, donc les jeunes ont peut-être moins de difficultés à aborder le sujet de l'argent en entreprise, néanmoins ils sont pas tout à fait sortis d'affaires. Et ceux qui ont plus de mal à en parler, c'est ceux qui pensent gagner trop ou ceux qui pensent gagner pas suffisamment? Je pense que tu vois, moi personnellement, je parlerai de mon salaire si je sais potentiellement que mon copain ou mon ami gagne au moins la même chose que moi. Parce que je pense que tu vois, de te dire que tu gagnes moins, je sais pas, il y a un sentiment, je sais pas, de culpabilité, de culpabilité, de déséquilibre, de lien avec l'utilité de ton métier. Et puis j'ai pas forcément envie, entre guillemets, qu'il ait pitié, et puis après qu'il commence à me payer les restaurants, etc. Donc il y a aussi cette perception de l'autre et la perception de nous. Donc je pense que c'est vrai, on aurait plus potentiellement envie de parler de son salaire si on sait, en tout cas, qu'on gagne à peu près la même chose. Et même, tu vois, quand tu pars en vacances avec des copains, les sujets d'argent, c'est compliqué aussi. Parce que quand tu es à l'aise financièrement, bah, tu vas avoir tendance à vouloir sortir un petit peu plus. Quand tu as des difficultés financières, bah, tu te sens mal parce que à chaque fois, c'est toi qui dois toujours dire « Ah ben non, est-ce qu'on peut aller faire les courses et cuisiner à la maison ?» Donc, c'est vrai que ça peut créer beaucoup de tensions. En famille, Sachant quand même que le salaire que tu gagnes, je pense que c'est totalement décorrélé de la manière dont tu le dépenses, de ce que tu es prêt à dépenser pour toi et pour les autres. Oui. Et on en revient au sujet de ce que l'argent veut dire. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui gagnent très très bien leur vie, mais qui ont le dialogue de l'argent qui fait qu'ils sont particulièrement frugales. Et là, je vais faire une toute petite parenthèse, encore une, avec un homme que j'avais rencontré, qui dirigeant d'une très grosse entreprise, issu d'une famille très aisée, cuir en argent dans la bouche, 16e arrondissement, il n'a jamais eu de problème. Et pourtant, il est très frugal. Et en fait, frugal, ça veut dire qu'il dépense très très peu. Il fait alors, ses copains me disent qu'il est radin. Lui, il préfère dire qu'il est frugal, qu'il fait très attention. Et en fait, la façon dont il le raconte, quand après on creuse le sujet, quelqu'un qui avait accepté de me raconter des choses, en fait, lui, autant était né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais sa mère, non. Sa mère était issue de la classe paysanne dans les années 50. Donc déjà aujourd'hui, ça fait pas rêver, mais dans les années 50. Et elle, en fait, quand bien même elle avait eu une ascension sociale en épousant quelqu'un de très aisé,
Il dit à la maison, il y avait pas de place au superflu. Il y a l'éducation. Pas de gaspillage. Ouais. Et en fait, pour le coup, lui, sa frugalité, c'était... Alors, il s'en est rendu compte tard en réfléchissant au sujet et en faisant son analyse, mais sa frugalité, c'était une forme de loyauté familiale. Quand bien même il est blindé, et ben en hommage à maman, mais il va faire attention à ce qu'il dépense. Oui, le respect de l'argent. Ouais, le respect de l'argent. Ouais. Et donc, d'une personne à l'autre, ça change complètement. Et c'est pour ça que, parce que la rémunération, c'est parler d'argent et que c'est un sujet qui est hyper émotionnel, on pourrait en parler là entre nous pendant des heures, il faut absolument que ce soit cadré en entreprise, qu'on définisse bien les choses. Et je reviens à ta question, Marine, sur... Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une C'est quoi la rémunération à un salaire? Pour moi, la rémunération, alors mon slogan et le titre de mon livre, c'est la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent. En disant ça, je sous-entends effectivement qu'il y a une part émotionnelle, mais je sous-entends aussi que la rémunération, c'est pas que la ligne en bas du bulletin de paye qu'on a tous les mois. La rémunération, du net, payé, etc. Pour moi, la rémunération, c'est pas que le salaire fixe, c'est tout ce qui coûte quelque chose à l'entreprise et qui rapporte quelque chose aux salariés. Alors, j'insiste sur le rapporte quelque chose aux salariés, parce que, et on en parlera plus tard, les avantages sociaux qu'on peut mettre en place, qui coûtent très cher à l'entreprise, mais qui rapportent rien aux salariés, c'est un peu raté en matière de rémunération. Donc pour moi, la rémunération, c'est tout ce qui coûte quelque chose à l'entreprise et qui rapporte quelque chose aux salariés. Donc, alors donne-nous des exemples. Il y a le salaire fixe, oui. Il y a toutes les primes qu'on peut mettre, alors les primes individuelles pour la performance individuelle, les primes pour la performance collective, il peut y avoir les avantages sociaux. Et d'ailleurs, avant des avantages sociaux, je pourrais parler de toutes les primes annexes, quand on parle de primes en ce moment. L'intéressement, la participation. Alors, qui est encore un peu différente. Enfin, oui, en tout cas de performance collective. En tout cas, moi, je mets ça dans la performance collective. Il y a la part individuelle et collective, voilà, effectivement. Tout ce qui relève de la performance individuelle et la performance collective, et ensuite tout ce qui relève des conditions de travail. En ce moment, j'ai un client dans l'agroalimentaire, il y a des primes de froid, parce qu'il y a des gens qui travaillent à moins 2 degrés. Donc, c'est vraiment des primes de froid. Les gens qui travaillent de nuit, donc il y a des primes de nuit. Donc, il y a les primes pour la performance individuelle collective, les primes liées aux conditions de travail. Comment est-ce qu'on peut compenser une forme de les primes paniers aussi, je me souviens. Oui. Donc, un de repas, effectivement. Il y a toutes ces choses-là. Et puis, les avantages sociaux et les avantages salariaux. Alors, dans les avantages sociaux, on a la prévoyance, la mutuelle, qui sont des sujets très mal gérés en France. Enfin, administrativement, c'est très bien géré. Mais en termes de communication, c'est un peu foiré en général, quoi. Tu veux dire quoi en termes de communication? Parce que c'est des dispositifs qui sont obligatoires pour la mutuelle. Après, il y a des plus ou moins bonnes mutuelles, hein, ça c'est sûr. Donc, il n'y a pas vraiment de communication qui est faite sur la qualité de la mutuelle. Et investir dans une bonne mutuelle, c'est un super avantage salarial de fidélisation. La prévoyance qui est pas légalement obligatoire, mais qui l'est de par les conventions collectives, donc qui n'est pas non plus un atout qui doit être de fait, mais avec encore une fois des grandes différences dans les garanties prévoyance qui sont offertes. Donc pour toi, en termes de communication, qu'est-ce qui pourrait être mieux fait sur ces sujets-là? Alors aujourd'hui, comme c'est des choses qui sont obligatoires et pénibles, administrativement c'est un peu pénible, c'est un peu ardu d'aller négocier sa mutuelle, sa prévoyance, il y a beaucoup de DRH qui se lancent pas là-dedans, donc on fait le minimum, parfois. Alors qu'il y a des grosses et on n'en parle pas depuis 2 ans en mutuelle prévoyance et que ça décide de réévaluer très régulièrement, on peut faire des économies mais c'est vrai très importantes. Tu vois, en tant que DRH, c'est vrai que la mutuelle, c'est pas un sujet dont on va faire la promotion. VS, les tickets restaurants qui sont très hype chez les salariés, c'est vrai que la mutuelle, on le prend comme un acquis finalement social en France. Et c'est vrai qu'on fait un peu le minimum vital et on fait pas trop la promotion alors que c'est juste génial. Il y a des super prises en charge qui peuvent changer la vie, notamment pour les mamans. Moi, je ne savais pas qu'il y a des mutuelles qui pouvaient donner jusqu'à 1 000 € quand tu accouchais de ton premier enfant, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure de son cycle de salarié. Et je trouve que c'est dommage. Il y a beaucoup de communication à faire sur la mutuelle. Tout ce qui relève de la mutuelle, de la prévoyance, on s'en rend compte quand on a un gros pépin. On se rend compte à quel point c'est nul quand on a un gros pépin. Et même avant ça... J'avais un ami qui a travaillé 15 ans dans les startups. Pendant 15 ans, il a enchaîné les startups et au bout de 15 ans, il part dans une PME. Premier mois de salaire, il me dit « Purée, ils ont fait une erreur sur mon bulletin de paye. » Dans ma tête, je me dis « Il est ingé, il a commencé le premier du mois, il n'a pas de variable. Peu probable. C'est quand même pas une paye compliquée à faire. » Il me montre son bulletin, je regarde. Écoute, moi, je vois pas l'erreur. C'est une paye simple, quoi. Il me dit « Mais non, regarde, ils me font payer la mutuelle. » Et ben oui. Bienvenue dans la vraie vie. Parce que peut-être qu'il avait une prise en charge à 100% de sa mutuelle. Ce qui est relativement rare. En fait, dans l'univers qu'il quittait, en tout cas, il avait eu la chance que ce soit le cas pendant 15 ans. Je suis sûre que ses RH lui ont dit,
au moment de l'embauche, dire voilà, la mutuelle est prise en charge à 100%, mais on ne lui a jamais rappelé. On ne lui a jamais dit tous les ans, et je pense qu'il faut le faire tous les ans, voilà ce que nous on fait. La mutuelle, et puis rappeler le cadre légal, la mutuelle c'est 50%. Alors déjà nous, on prend une mutuelle qui est bien, et on explique pourquoi elle est bien. Et on a décidé de prendre 60, 70, 100%. Pour toi, ça équivaut à tant par an, mais ça nous fait plaisir, parce que c'est important pour nous. Et c'est important de rappeler ces messages, de dire que ce n'est pas gratuit, c'est vraiment un complément de salaire, et on ne s'en rend pas compte. Et autre exemple... et juste là, tu vois, sur la partie mutuelle, c'est aussi, avant Alan, qui est quand même beaucoup aidé à la vulgarisation de la mutuelle, c'était... un sacré dossier, c'était des grosses boîtes, c'était opaque à souhait, c'était des petites lignes qui valaient... et donc, c'est vrai que c'était un peu prise de tête. Et donc, les salariés ne l'utilisaient pas. Oui, même nous, en tant que DRH, on avait du mal à le vulgariser. Et donc, on n'arrivait pas non plus à le vulgariser forcément aux salariés. Et c'est vrai que une société comme Alan a fait vraiment beaucoup d'efforts, déjà sur le remboursement qui est presque automatique, et de deux, sur la vulgarisation. C'est facile, c'est compréhensible, tu as des comparatifs, et là on a un vrai outil, en tout cas d'avantage, qu'on peut aller promouvoir après, c'est vrai, dans les entreprises. Donc il y a aussi un effort de vulgarisation à faire, et c'est des sujets qui ne sont pas forcément simples non plus. Mais oui, tu vois, alors ça m'inspire une autre chose, mais tu vois, sur la prévoyance, récemment, une cliente me disait, elle avait une collaboratrice qui rentrait d'un cancer. Donc, elle a 1 an d'arrêt maladie, elle reprend le boulot suite à un cancer. Et ma cliente me dit, on aimerait faire quelque chose pour faciliter ces retours au travail, qui ne doivent pas être faciles quand on s'arrêtait pendant un an, puis que tout le monde nous regarde un peu comme la cancéreuse. Puis en un an, il s'est passé tellement de choses. Et puis il y a de la fatigue. Je ne sais pas si vous avez des personnes qui ont été touchées autour de vous. Les personnes que j'ai connues, ils ont très envie de reprendre le travail, mais la reprise est costaud. Donc la question, c'était qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider les gens au retour de la maladie. Et moi, je lui dis, mais j'ai même envie de te dire comment on peut faire pour les aider avant. Parce que quand on est malade si longtemps, c'est la prévoyance qui prend le relais. Et quand on a un contrat de prévoyance négocié au minima du minima, et que j'ai eu quelqu'un autour de moi qui a eu un cancer avec une prévoyance au minima, avec des remboursements mutuels pas dingo, sa maladie, financièrement, elle l'a senti. Donc au final, c'est bien de se préoccuper de comment les gens reprennent le travail, mais je trouve ça aussi intéressant de dire aux collaborateurs, on se préoccupe de vous pas que quand vous revenez, mais aussi quand vous devez prendre soin de vous. Et quand tu parlais justement de Alan, j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps, une cliente qui, les frais de mutuelle augmentant... Elle a fait son benchmark Elle a fait son benchmark, elle a décidé de rester chez pour ne pas les citer, Alan. on a commencé à parler d'eux après, c'est pas très grave de dire que c'est eux, mais en fait, elle a renégocié son contrat à la baisse. Et ça avait déjà été le cas l'année précédente. Avec des garanties à la baisse. Oui. Et dans l'entreprise, ça grince un peu des dents, quoi. De dire, l'année dernière, je vous donne un exemple, c'est un peu vague, mais l'année dernière, on avait 5 remboursements d'ostéopathie. Cette année, on n'en a plus que 3. Et du coup, les gens, en fait, parlent de leur employeur comme si l'employeur était un gros radin. La DRH, moi, à sa place, j'aurais fait une bonne petite réunion en plénière pour dire, les gars, voilà notre budget mutuel par an. Voilà l'arrêté du marché. Donc, soit on augmente tout et vous payez plus et on garde toutes nos garanties, soit, et c'est le choix qu'on a fait cette année, on diminue les trucs à la baisse. On n'est pas des radins, il y a juste une réalité du marché, on a un budget. Et vous voyez, parler d'argent, souvent on ne veut pas parler de ces choses-là, parce qu'on me dit souvent, oh là là, mais si on ouvre... C'est qu'on a peur, je pense qu'on a peur des réactions qui peuvent être, comme tu disais, c'est un sujet émotionnel, qui peuvent être très fortes en fait. Des gens qui peuvent claquer les portes, et c'est vrai qu'on a peur de ça. On a peur de ça, c'est vrai. On a peur de ça parce que, déjà c'est jamais agréable d'être dans cette sorte de situation, mais on croit que quand on parle de rémunération, il faut que les gens soient convaincus. Il faut qu'à la fin de ma réunion, tout le monde ressorte en disant « elle a raison, adhère. C'était la meilleure chose à faire de diminuer. La réponse c'est non. Il faut que les gens ils comprennent mon point de vue. Voilà mes contraintes, très clairement, en toute transparence. Voilà le choix que j'ai fait et comment j'ai construit ma pensée. En tant que dirigeante, notre décision, c'est ça. 80% des gens vont sortir en disant « elle a raison », il y a 20% qui vont grommeler. Et ça, il faut l'accepter, de dire « en fait, je vais expliquer mon point de vue, je vais faire en sorte que les gens comprennent, mais pas les convaincre. » Et comme on a peur en me disant « oui, mais si on les convainc pas, ça va être la grève »,
En fait, il y a une transparence financière, mais aussi une transparence en termes de communication. Il ne faut pas avoir peur. Et ça, voilà, c'est aussi un courage à avoir tant sur la partie manager que aussi RH, d'avoir une communication transparente et de dire les choses avec les plus et les moins et de prendre potentiellement des questions qu'on n'avait pas forcément anticipées et d'y répondre. Et c'est pas grave si, oui, il y a 10, 20 de la population qui est pas OK, c'est de se dire comment négocier avec eux et trouver un compromis qui va satisfaire quand même l'entreprise. C'est un leurre, ce besoin de transparence, parce que parfois on me dit on peut pas en parler parce que les gens seront pas convaincus et donc ça va faire des histoires. En vrai, quand on en parle, les feedbacks négatifs, on les prend en pleine face. Quand on n'en parle pas, ils ont lieu quand même. Mais juste, c'est des rumeurs. Donc c'est un leurre. Quand on se dit non, mais si j'en parle pas, ça se passera bien. Non, si vous en parlez pas, en vrai, ça sera pire. Parce que vous n'aurez jamais donné votre point de vue. Et la nature ayant horreur du vide, tous les blancs que vous allez laisser dans le narratif, les gens vont les combler en fonction de ce qui est le plus grave. Parce que ça aussi, c'est un biais psychologique. On imagine toujours ce qui est le plus grave. Comme ça, on se prépare à affronter la dure réalité. Ou avec ce qu'ils pensent connaître du marché, de trucs, de machin. Donc, prendre la parole sur ces sujets, c'est pas confortable, ça pique. Mais ça évite d'autres problèmes. C'est comme... Allez, on sort de la transparence, on rentre sur un sujet plus technique. Là, c'est ma déformation. Allez, vas-y, go. Moi, j'aimerais que tu nous dises un mot d'autres dispositifs qui sont parfois qui sont moins connus, peut-être considérés comme un peu plus complexes dans l'approche, mais qui ont des grandes vertus pour les entreprises. C'est des dispositifs d'épargne salariale. Donc, participation, ça fait très longtemps que ça existe. Alors, il y a caractère obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Mettons-le limite un peu de côté. L'intéressement, beaucoup plus flexible, facile à mettre en place, avec une formule qui peut être liée à des objectifs collectifs, qui peuvent être en plus relativement motivants. Dispositif très simple qui a été mis en place il y a quelques années, qui est la prime de partage de la valeur. Tous ces dispositifs ayant en commun de pouvoir bénéficier d'exonération de cotisations sociales pour l'entreprise et pour le salarié. Et pourtant, je vois quand même beaucoup d'entreprises, notamment PME, TPE, qui ne le mettent pas nécessairement en place. Quelle vertu ça a, au-delà de ce que j'ai pu énoncer, et quelles limites tu vois à ces dispositifs? Je vais compléter quand tu dis les TPE, PME ne le mettent pas en place, les grands groupes le mettent en place, mais ne le mettent pas en avant. Les entreprises que je rencontre qui ne souhaitent pas le mettre en place, ou alors vraiment qui le font en fronçant un peu le nez, déjà, elles ne connaissent pas bien le dispositif. Elles me disent, alors ça c'est aussi un leurre sur tout ce qu'on fait en matière de rémunération, quand on a un bon avocat, il n'y a aucun problème. Ils disent, mais si on met ça en place, on ne pourra jamais en sortir. Faux. Quand le sujet il est bien cadré au départ, et quand on consulte son avocat avant de tout faire sauter, il n'y a pas de problème. Alors encore plus maintenant, parce que je rappelle que tu peux le mettre en place, la PPV par exemple, c'est pour 1 an. L'intéressement maintenant, on peut en sortir au bout d'1 an. Même si c'est pas 1 an, c'est 3 ans. Donc effectivement, on peut facilement en sortir. Bien cadrer le sujet juridiquement au départ et reprendre un conseil avant d'en sortir, ça coûte pas une fortune en frais d'avocat et ça permet de bien cadrer le sujet. Ensuite, en matière de communication, ça mange pas de pain de dire on teste un truc cette année. Cette année, on teste ça, on vous promet rien, on voit comment ça se passe. On expérimente. Et là aussi, il y a un truc à la sortie, c'est qu'à la fin de l'année, on fait un retour, on fait un feedback aux équipes, de dire il y a 1 an, on vous a dit qu'on testait ça, notre retour c'est ça, on continue pas. Parfois, on me dit oui, mais du coup, c'est pas la peine de faire un feedback si c'est positif. Bah si, en fait, ça vaut toujours la peine. Mais après, Sandrine, pour me faire l'avocat du diable, je pense que c'est facile à faire, entre guillemets, quand tu as 50 salariés, mais de faire ce test peut-être sur une population de 5000 salariés, où tu vas avoir une transformation aussi au changement et de faire l'aller-retour en 1 an, ça peut être aussi, entre guillemets, pour les RH, une perte de temps et de se dire, si j'investis autant sur 5000 salariés, et de me dire peut-être dans 1 an je fais rétro-pédalage, je préfère me dire je verrouille tout et je m'assure que finalement c'est un dispositif qui va grandir sur le long terme. Je comprends le point de vue. C'est un point de vue de quelqu'un qui a peur. Et beaucoup de RH ont peur parce qu'elles manquent cruellement de temps, elles manquent cruellement de moyens. Et quand elles portent une initiative qui ne fonctionne pas, on a vite fait de dire qu'on soit collaborateur, collaboratrice ou dirigeant, dirigeante, c'est la faute de la RH. Donc, c'est un argument que j'entends, c'est un argument que je comprends. Néanmoins, si ça fonctionne, l'impact, il est hyper intéressant. Et que oui, à 50, tu passes 2 coups de fil à ton avocat, 2 fois 1 heure. Puis l'impact, il est que sur 50 000,
Bah là, l'avocat, tu le fais bosser un peu plus pour Oui. bien cadrer les choses. Et tu formes aussi tes relais RH pour que chacun puisse porter le Et message. les managers, ouais. Il me semble aussi qu'il y a une autre limite, c'est qu'on parle de compléments de rémunération qui sont de nature collective. Et c'est vrai qu'il y a quand même une volonté dans les entreprises de vouloir individualiser au maximum la rémunération parce qu'il y a toujours des gens qui performent moins que d'autres et de collectivement dire que tout le monde en bénéficiera, c'est souvent un frein. En disant, mais on ne peut pas exclure certains. Voilà. Donc moi, je me retrouve souvent à expliquer. Alors, on peut, hein, on n'est pas obligé de faire du collectif, genre tout salarié d'entreprise, mais les modalités d'exclusion ne sont pas si importantes dans ces dispositifs-là. Et c'est vrai que des employeurs, parfois, rebroussent chemin parce qu'il n'y a pas suffisamment de capacité d'individualisation sur ces dispositifs. Alors, si on reprend la théorie, la théorie théorique, hein, ces primes-là, elles sont là pour récompenser le collectif. Voilà. Donc, l'intéressement, la participation, la PPV, c'est que l'entreprise réalise des bénéfices. Ces bénéfices, on va les partager entre le collectif. Et c'est une obligation ou pas? C'est une obligation. C'est une obligation à partir de 50 salariés, c'est ça? Alors, pour la participation. Par la participation. Et le caractère collectif est une obligation. Okay. Et après, le collectif, c'est pas l'ensemble de l'entreprise, ça peut être travaillé par équipe. Oui. Ça peut. Et c'est aussi obligatoire pour les entreprises de plus de 12... Enfin, c'est nouveau, hein, c'est la nouveauté de cette année. Entreprises de plus de 12 salariés qui réalisent des bénéfices. Donc, il y a des petites étoiles avec les conditions générales de vente. 3 années consécutives. Néanmoins, si on passe le côté légal, le but, c'est de dire on réalise des bénéfices, on les partage. Ouais. Et ça répond à un besoin. C'est-à-dire de dire, des fois, quand tu as des gens qui disent oui, l'entreprise, elle a fait d'énormes bénéfices et nous, on n'a pas eu d'augmentation, de dire non, parce que l'augmentation, c'est ton poste, en fait. C'est ton poste et ta performance individuelle. Les bénéfices, c'est ce que toute l'entreprise a fait. Et donc, on peut mettre en place un dispositif qui va récompenser ce que toute l'entreprise a fait. Parfois, on me dit, mais moi, ça m'embête parce que dans mon équipe, alors là, je pense à quelqu'un, c'était une entreprise de 30 personnes, il y a un tel, il est nul, il fout rien, et vraiment plutôt crevé que lui filer une prime. Question hyper naïve, qu'est-ce qu'il fout là? Oui, bah oui, c'est de la sous-performance. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fout encore là? Si on se dit qu'il ne mérite pas la prime qui récompense le collectif, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est un autre sujet. Oui, mais c'est compliqué. Ah, mais j'entends que c'est compliqué. Mais du coup, il y aura toujours des passagers clandestins. Là, parfois, on me donne cet argument de dire oui, on veut sanctionner, récompenser la performance individuelle. La plupart du temps, quand on me le dit, il y a des systèmes de primes individuelles en place pour tout le monde. Oui. Les primes de système individuels, quand ils sont mis en place, généralisés sur tout le monde, notamment les fonctions support, c'est des trucs qu'on paye à 90%. Spoiler, les 10%, ce sont les arrêts maladie, les congés mat, les arrivées en cours d'année et les 2 pimpins avec qui on est en conflit, avec qui on est en train de faire un licenciement ou une rupture co. Et là aussi, spoiler dans le spoiler, ces 2 personnes-là, leur avocat va négocier que la prime, on la remette dans la prime de départ. Bon, ça ne passe pas sur le même budget, vous me direz, mais le fait est qu'on met un variable individuel qui est là pour récompenser la surperformance et qu'on le paye à 90% tous les ans. Voilà. Et donc, ça pose des problèmes d'optimisation, notamment de la masse salariale, parce qu'on pourrait plus payer en fait aux salariés qui seraient donc mieux rémunérés et en payant parfois peut-être moins de cotisations sociales avec une réflexion un petit peu statistiquement, et que 90% des gens d'une entreprise soient surperformants, ce n'est pas possible. Mais on a mis le truc en place, on n'ose plus y toucher, les objectifs sont flous, surtout pour les fonctions support. Donc, au final, on a ce dispositif-là et les dirigeantes qui m'en parlent, vraiment, me racontent le flou qu'il y a autour. Et je dis, du coup, je ne comprends toujours pas pourquoi vous ne voulez pas aller sur l'intéressement. Parce que pour le coup, l'intéressement, ce sont des critères qui sont hyper clairs. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et ça n'empêche pas d'avoir quelque chose en complément où on va aller chercher individuellement les personnes en surperformance. Si tant est qu'on puisse me définir ce qu'est la surperformance, ce qui est un autre exercice. Mais donc, parfois, on me dit, on ne veut pas mettre en place d'intéressement, malgré toutes les qualités qu'il a, parce qu'on ne veut pas récompenser les passagers clandestins. Deuxième chose qu'on me dit, ça n'a pas d'impact. Moi, je connais quelqu'un qui bosse dans une grosse boîte, et l'intéressement, c'est vraiment vécu comme une rente. Ça tombe, on ne sait pas pourquoi. C'est pas expliqué encore. Mais là, c'est-à-dire qu'on est en train de buter le messager. On bute le messager, en fait. On ne prend pas le problème au départ. C'est que si les gens qui touchent une prime tous les ans la vivent comme une rente et pas comme une récompense de leur action collective, c'est une fois de plus, on leur en a pas bien parlé. Et il y a Leroy Merlin qui fait quelque chose d'assez... je me permets de les citer parce que ce qu'ils font est assez remarquable sur le sujet. Eux, ils sont sur un intéressement trimestriel. Donc là aussi, parfois, on me dit oui, mais une fois par an, ça n'a pas d'impact. Fine, tous les trimestres, tous les 6 mois, allez-y. Qu'est-ce qui correspond à votre cycle économique? La participation, c'est hyper rigide, on ne peut rien faire. L'intéressement, c'est un accord moduler. Oui, tu mets en accord. Ouais. Et Leroy Merlin, dans chaque magasin Leroy Merlin, ils ont formé un coordinateur, une coordinatrice, ou un correspondant plutôt, correspondante,
qui a été formé par les équipes RH en centrale, à Lille, sur le sujet de l'intéressement et qui régulièrement, dans le magasin dont il dépend, va faire un point sur la réalisation de l'intéressement, de dire, je vous rappelle que ce trimestre, il y a ces objectifs. ça dépend de ça. Là, on en est là, là, on en est là, là, on en est là. Comment est-ce que nous, là, dans notre magasin, on se donne au max. On peut faire en sorte de corriger le tir pour qu'à la fin du trimestre, on ait tous nos sous. Ce qui est un vrai moteur de performance. Là, tu vas chercher les gens et les gens, et quand de à motivation, la fin du trimestre, mais quand à la fin du trimestre, ils touchent leurs sous, touchent leur prime d'intéressement, ils se disent pas, oh, c'est une rente. Ils se disent, non, ça c'est mon fric en fait. Je suis allée le chercher, je l'ai gagné, c'est à moi. Donc en termes d'engagement, de motivation, et ça, juste pour rappeler, c'est que c'est vraiment spécifique à la France, parce que tu parles de Leroy Merlin. Leroy Merlin, c'est un groupe international. Oui. Mais c'est aussi, après, quand tu as des boîtes qui ont plusieurs entités dans le monde, faut aussi, ok, la France a ce dispositif légal obligatoire, et c'est chouette parce que finalement, on rémunère auprès des dividendes. Donc finalement, on pourrait dire, la France est capitaliste, mais non, en fait, finalement, parce que les entreprises reversent une partie des dividendes à leurs salariés. Mais ça, c'est une exception française. Parce que, en fait, c'est très rare. Et Leroy Merlin, ils sont partout dans le monde. Et donc, c'est comment aussi tu ne fais pas de différence entre tous tes salariés dans le monde? Alors, oui et non. Déjà, ce qu'on partage, c'est les bénéfices de l'entreprise. Les dividendes, c'est une partie des bénéfices qu'on donne aux personnes qui ont investi en capital. Mais là aussi, on pourrait parler de l'actionnaire salarié, où les salariés sont aussi actionnaires de leur entreprise et touchent des dividendes tous les ans. Mais restons sur le sujet. Ce qui est spécifique à la France, c'est le caractère obligatoire de la participation et c'est la défiscalisation. Qu'une prime d'intéressement où l'entreprise donne 100, le salarié il reçoit 95 parce que tu enlèves la CSG, CRDS. Alors je précise quand même que si c'est placé. Voilà. Si c'est placé. Et c'est aussi un des éléments, c'est que ça va pas directement dans le portefeuille du salarié à J+1. Pour bénéficier des exonérations et de la défiscalisation, il faut que ça puisse être placé pendant 5 ans. Néanmoins, si tu te le fais payer tout de suite, tu payes l'impôt dessus, mais tu ne payes pas les charges sociales non plus. Donc, si tu as un pépin de trésorerie, tu dis non, mais là, cette année, ou ce trimestre, ou ce semestre, j'ai besoin de ces sous-là, tu peux les débloquer. Si tu veux complètement optimiser, tu les places et tu dis voilà, il y a cet argent qui travaille pour moi. Et puis, il y a des cas de déblocage et il y en a de plus en plus. Mais il y a, alors, je ne sais pas ce que fait Leroy Merlin spécifiquement à ce sujet, mais moi, j'ai vu des entreprises, j'ai eu des clients qui avaient le dispositif intéressement en France et qui avait un cousin en Pologne qui répondait aux contraintes égales de la Pologne, mais où finalement la philosophie du sujet c'était la même, de dire comment est-ce qu'on rémunère la performance collective dans ces pays-là en ayant un système qui se ressemble. Et tu vois, j'avais une cliente, on va sortir un tout petit peu de ce sujet-là pour revenir aux avantages salariés, mais en France, elle avait mis en place un avantage crèche. Et donc ils avaient à côté de la boîte, il y avait une crèche et les salariés français. L'entreprise française, à côté il y avait une crèche, ils avaient acheté des berceaux, les salariés français, et la filiale aux États-Unis, ils n'ont pas ça. C'est pas grave, ils ont calculé combien ça rapportait aux Français, aux salariés français qui bénéficiaient de ça, et ils ont dit aux Américains, autrement. Voilà, ils ont dit aux Américains, si vous avez besoin d'aide... C'est important d'harmoniser aussi. Donc en fait, parfois, mais c'est parce qu'on a trop la tête dans le guidon et qu'on voit trop les contraintes, parce qu'on a peur, et pour plein de bonnes raisons, et je ne juge personne, mais on oublie de se dire, en fait, parfois, c'est aussi qu'une question d'argent. Parfois, c'est aussi qu'une question d'argent. Et s'il y a un avantage qui n'existe pas quelque part, on valorise et on donne l'équivalent. De toute façon, les entreprises vont devoir y aller. Avec la directive européenne, va plus avoir, entre guillemets, le choix. Après, on va voir ce qui va se passer. Ça va peut-être prendre du temps. Mais est-ce que... On en parle de cette directive. On a les 2 mots. Puis moi, ça nous intéresse évidemment d'avoir ton retour là-dessus. Donc, cette directive européenne qui porte sur la transparence des salaires, elle doit être transposée en droit français d'ici juin 2026. C'est obligatoire. Demain, voilà. Donc, les entreprises ont tout intérêt à s'y préparer. Et en fait, moi, à titre personnel, dans mon exercice quotidien, je vois quand même assez peu d'entreprises aujourd'hui qui s'interrogent et qui anticipent ces sujets-là. Alors, peut-être qu'elles font tout très très bien les choses, mais on le sait parfaitement, il y a encore, on va dire, quelque chose d'assez hétérogène sur les pratiques en France. Donc, qu'est-ce que va nous apporter cette directive ? Plus de transparence sur le recrutement, première chose. Les employeurs devront indiquer un salaire ou une fourchette de salaire au moment du recrutement. Alors, potentiellement, on va le dire sur les offres d'emploi, c'est pas ce que précisera la loi probablement, mais en tout cas, avant la tenue du premier entretien, le candidat devra déjà savoir la fourchette de salaire. Le deuxième élément, c'est pendant la collaboration, une fois que le salarié est entré,
dans l'entreprise, il y aura un droit à information qui sera, disons, plus approfondi que ce qu'il existe aujourd'hui, où le salarié pourra demander des critères qui sont utilisés pour déterminer sa rémunération et celle des autres salariés qui effectuent un travail de valeur égale. Voilà. Et puis, il y aura également des mécanismes de correction d'écart salarial, et notamment quand des écarts de rémunération de plus de 5% sont constatés, où là, l'employeur devra réaliser une évaluation conjointe et pouvoir faire en sorte d'y remédier. Plein d'autres choses. Je synthétise parce qu'on ne peut pas parler de tout. Sandrine, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de plus, et comment tu vois les choses et comment les entreprises doivent s'y préparer dès aujourd'hui? C'est quoi le plan, en fait, pour elles? Elles ont un an pour s'y mettre. Je partage ton constat. Moi, il y a plein de gens ça fait bien 6 mois qu'on me dit, mais tu dois être blindé de boulot. Puis 2025, c'est ton année, tu as un boulevard. Non, franchement, les gens qui me contactent en ce moment, il y en a peut-être 1 sur 3 qui envisagent peut-être, éventuellement, de parler de transparence. C'est vraiment, vraiment pas le sujet brûlant. Comment moi j'analyse ça? Je pense que les RH et les dirigeants mettent ça en dessous de la pile. 2026, pouah, c'est loin. Un problème à la fois, on va gérer les plans sociaux de 2025 et on verra le sujet de 2026. Et j'avais une cliente en fin d'année qui, elle, justement, avait cette problématique où elle me dit, mais je vois une grosse entreprise, elle me dit, je vois le mur arriver, je nous vois foncer dedans, mais mon dirigeant, ça ne l'émeut pas, parce que pour lui, c'est tellement loin et elle avait beaucoup de mal à le convaincre d'enclencher les choses. Donc typiquement, elle, quand on n'a pas de sponsor au-dessus de soi pour nous aider à porter les sujets, elle est seule. Dire, en fait, on va y aller par petits pas. Et on fait un plan, parce que je conseille à tout le monde, je vous raconte elle en particulier, mais c'est la même chose pour tout le monde, c'est qu'on fait un plan. Se dire, déjà, le premier truc, c'est qu'il faut revoir sa politique de rémunération. Donc ça, donc si tu veux bien, tu vas nous parler aussi des différentes étapes. Je pense que c'est important qu'on passe un temps dessus. Mais là, ce que tu nous partages, c'est finalement, il y a cette obligation légale qui arrive dans 1 an. Mais tu as les entreprises qui se mettent des œillères parce qu'en effet, on est dans un contexte économique et politique de forte instabilité. Et ce n'est pas forcément là le sujet du jour. C'est ça un petit peu ton... Oui. Ouais, okay. Moi, je ne connais pas une RH qui a 1 heure dans la semaine pour faire... c'est un sacré projet en plus. Pour fermer la porte de son bureau, quand elle a un bureau, pour réfléchir à l'avenir. On est sur les urgences. Et le problème avec cette directive, c'est qu'elle arrive, c'est inexorable. Et encore, tu vois, il y a 1 an, j'avais 3 types de réactions. J'avais des gens qui étaient en train de courir partout en mode « Oh là là, mais c'est horrible, comment on va faire ?» Mais il faut qu'on le fasse. Il y avait ceux qui disaient « On verra dans 1 an, on verra en 2026, c'est dans 2 ans, c'est loin. » Et il y a ceux qui étaient dans un déni total et qui me disaient « Non, mais on ne le fera pas. » Et quelles sont les conséquences, Marine, si une entreprise n'applique pas en fait cette directive européenne? Alors ça, on ne sait pas encore parce qu'il y a une loi qui déjà va venir, parce que là on parle de la directive européenne. Voilà, mais la loi va venir préciser certains éléments. Et ça, elle est en cours d'écriture cette loi, ou est-ce qu'elle est elle va être, le Parlement en ce moment. Est-ce qu'il est sur autre chose? Voilà, mais il y a une deadline juin 2026. Il y a peut-être du retard potentiellement. Potentiellement aussi, mais on sait que le sujet de l'inégalité, parce qu'en fait, ça parle d'où ces directives? De la problématique d'inégalité entre les femmes et les hommes. Voilà. On n'a pas rien en France, on a déjà cet index, donc c'est une manière aussi d'aller plus loin sur ces sujets-là, et c'est un sujet, on sait, sociétal. Donc c'est un sujet qui va être traité. Maintenant, on ne sait pas exactement comment. Mais pour répondre un peu à ta question, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà des principes qui existent en France. Il y en a 2 importants que je peux rappeler. C'est le principe d'inégalité de traitement qui est très régulièrement traité en contentieux, qui est que 2 salariés qui ont un travail de valeur égale doivent percevoir la même chose. Donc ça, c'est déjà aujourd'hui... Ça existe. Maintenant, la difficulté aujourd'hui, c'est d'aller récupérer la preuve. Voilà. Et c'est en ça que la directive va aussi apporter des éléments. C'est une capacité pour le salarié de pouvoir se réapproprier plus facilement des preuves. Voilà. Et négocier peut-être son salaire. Alors, Le deuxième élément important, c'est la discrimination. C'est-à-dire qu'il y a en France une impossibilité absolue de discriminer une personne, donc dans le sujet de la rémunération, de le rémunérer moins en raison de son origine, son sexe, son âge, etc. Il y a 25 critères de discrimination. Et là, encore une fois, il y a des mécanismes
contentieux qui permettent de condamner l'employeur qui en serait responsable. Dans les gens qui prennent leur temps, il y a cet argument de dire oui, mais la loi, elle n'est pas écrite, donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas précisées, donc on n'y va pas. Alors moi, je ne suis pas juriste. Et donc, vu de loin, pour l'avoir lu plusieurs fois, ce foutu texte, et que je n'ai pas passé un bon moment parce que... C'est long, chiffres. c'est long. C'est long, c'est du droit, et du coup, moi, je suis plus dans les chiffres que dans le texte. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on sait déjà. Et donc, oui, la loi va venir préciser des choses, mais vu tout ce que la directive dit, qui sera transposé quasi tel quel, c'est peut-être bien qu'on se mette en place maintenant. Quand on parlait de... Ce dont on parle le plus, c'est le fait de devoir fournir aux candidates les informations sur le package de rémunération. La façon la plus simple, ça va être de le mettre dans les offres d'emploi. Le texte ne dit pas qu'il faut le mettre dans les offres d'emploi. Le texte dit qu'il faut que vous vous assuriez que tout le monde a eu les infos avant de venir. L'autre solution, ce serait que tu fasses signer des attestations aux gens. Voilà, comme si la RH dit en entretien. Un peu difficile à mettre en place quand on recrute. On trouve que la RH croule sous l'administratif. Allons-y avec ça. Puis pour peu qu'après on perd le papier. Bref, le fait est qu'on se dit, le plus simple, ce dont on parle le plus, c'est qu'il faut mettre le salaire dans l'offre d'emploi. Mais on est d'accord, c'est de cacher derrière son petit doigt, parce que c'est quand même le plus simple et évident. Mais non, c'est en revanche, le gros sujet qui nous attend derrière, c'est revoir les grilles de rémunération des salariés qui sont en place. C'est ça le sujet sur lequel il va falloir passer du temps. Tu vois, sur LinkedIn, il y avait à un moment donné la folie de se dire, oui, il faut mettre les salaires sur les annonces. C'est sûr, c'est bien. Mais c'est un sujet qui est quand même très complexe, parce que si en fait tu as ton collègue qui gagne 38 000 euros et que tu mets sur ton offre d'emploi entre 40 et 45, voilà, en fait la personne en interne va dire mais en fait si tu n'as pas une politique qui est cadrée, c'est quand même compliqué de juste mettre une fourchette. Et c'est pour ça que beaucoup de recruteurs et de recruteuses sont aussi en souffrance sur ces sujets de rémunération, et parfois mettent entre 20 et 50 K en termes de rémunération, et ça n'a plus aucun sens en termes d'attraction aussi de cette offre d'emploi. C'est qu'il faut vraiment mettre cette politique de rémunération en place, et c'est pas un petit sujet à mettre en place. C'est un gros sujet derrière. C'est un gros sujet derrière de dire poser un salaire sur une offre d'emploi, c'est pas simple que faire une grille. Une grille est juste un outil. C'est vraiment avoir une stratégie, une politique. Vraie stratégie, une vraie politique de rémunération qu'on puisse ensuite expliquer à la personne qui est à 38, là où l'annonce est à 40-42, pourquoi est-ce qu'elle a 38. Exactement. Tu peux détailler un peu ces étapes, justement, peut-être. Oui, bien sûr. Pour moi, une politique de rémunération, alors là aussi, des fois, on me dit oui, mais nous, on est trop petits ou on n'est pas assez mature pour avoir une politique de rémunération. C'est vrai, la dernière personne qui m'a dit ça, c'est une boîte de 70 personnes. Mon plus petit client, ils étaient 6. Donc quand tu as 70, on me dit on n'est pas assez mature. Non, on fait un effort, on grandit. La première étape, déjà, il faut se rappeler qu'une politique, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de règles qu'on applique à tout le monde. Il ne faut pas avoir une maturité de fou, des RH rockstar, pour établir des règles qu'on va appliquer à tout le monde. Ces règles-là, on les détermine. Moi, j'utilise une méthodologie en 4 étapes. Alors, c'est pas la mienne, je l'ai pris à mon prof, comme quoi, des fois, les profs nous marquent. Mon prof, quand j'étais en M2. La première étape, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait les choses. Et ça, c'est se parler de la stratégie de l'entreprise, très concrètement. Et là, je suis désolée, j'aime beaucoup la fonction RH, mais moi, j'ai un RH sur 2 qui ne peut pas me dire quelle est la stratégie de l'entreprise. Au mois de juin, on me dit c'est en cours de définition. Sur un exercice fiscal année civile, ça me paraît quand même un peu étonnant, mais allons-y. Où est-ce que l'entreprise va? Et ça, c'est pas anodin. Je te donne un exemple dans l'exemple, mais une fois, une entreprise me dit, nous, notre problème, c'est il faut vendre le produit. On le vend pas assez, les commerciaux se bougent pas assez, il faut qu'on fasse une formule pour que les commerciaux aient envie de vendre plus le produit. Et quand on parle de l'entreprise, de sa stratégie, toute la stratégie de la boîte repose sur le fait que l'outil, il n'est pas fini. Et que l'équipe développement a d'immenses problèmes. Tout était... entendable, il n'y avait pas de catastrophe dans cette boîte, mais juste l'équipe développement était en souffrance, il y avait des problèmes, l'outil n'était pas prêt à sortir. Donc juste, avant de se parler de rémunération, est-ce qu'on peut se parler allocation des ressources? Avant de s'intéresser aux problèmes des commerciaux qui ne vendent pas assez, est-ce qu'on ne s'intéresserait pas au vrai problème RH qui est l'équipe dev? On a besoin que cette équipe, elle finisse le produit pour qu'il soit vendu, vendable. Ce que tu veux dire, c'est avant de parler... Donc, avant de parler de quoi que ce soit, rémunération, où est-ce qu'on va? On dézoome, voilà. Où est-ce qu'on va collectivement? Donc, stratégie de l'entreprise et vraiment culture de l'entreprise. Alors, je sais que ça agace les gens quand on parle culture, valeur, etc. Mais d'un dirigeant à l'autre, d'une dirigeante à l'autre, il n'y a pas les mêmes réponses. Et on veut être qui, collectivement? C'est quoi les 3 choses sur lesquelles on ne tergiversera pas? Donc déjà, ça, c'est vraiment ma première étape. Pourquoi? Où est-ce qu'on va?
D'accord. Ensuite, comment on y va? Enfin, de quoi on a besoin pour y aller? De quoi on a besoin pour y aller? Et là, on en vient aussi à un élément très théorique de la rémunération, qui est que la rémunération, elle est là pour stimuler des comportements professionnels. Alors, quand on me dit, moi, je veux des gens super performants, je veux des primes, des trucs, des machins, enfin, est-ce que vraiment on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin, dans une entreprise de 100 personnes, d'avoir 100 rockstars super performantes? Ouais, mais non, en fait, c'est plus l'équipe machin. Ok, de quoi on a besoin? On a besoin de tel type de comportement, de tel type de métier, de tel type de seniorité, etc., etc. Ensuite, on en vient à l'étape du comment. Comment j'acquiers ce dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs? Et là, on va se parler de chaque élément de rémunération et on va se poser la question sur les salaires, ils dépendent de quoi? Si on se dit, et ça m'est arrivé plein de fois, trop de fois, on me dit, mais moi j'ai besoin de personnes seniors, expérimentées, qui viennent de grands groupes, qui ont l'habitude d'implémenter des trucs, des machins, et les salaires, on les met au ras des pâquerettes. Bah non, en fait, ça ne va pas fonctionner. C'est soit tu veux des juniors et tu les payes au ras des pâquerettes, c'est pas cool, mais c'est logique, enfin logique, façon de parler. Si tu me dis que tu veux des seniors qui ont roulé leur boss et qui n'ont plus rien à prouver, non, va falloir que tu mettes en place des critères de rémunération un peu costauds. Retrouver une cohérence par rapport au marché. Moi, je veux rémunérer le ownership. Ok, c'est quoi? Comme la performance, oui, moi je veux rémunérer la performance. C'est quoi? Et c'est rigolo parce que quand je dis ça, les gens ils me regardent toujours avec. Il y a une demi-seconde dans leurs yeux, ils se disent mais elle est stupide ou quoi? C'est clair, c'est très clair. Ownership. Qu'est-ce qu'elle comprend pas? Et bien comme les gens sont polis, ils font l'effort de se dire ok, je vais le dire. Mais en fait, quand ils le disent à voix haute, tu les vois ouvrir la bouche. Shit. Et c'est pas si clair. Merde. Et ce qui est savoureux, c'est quand tu fais l'exercice dans un codir où ils sont plusieurs. Ils parlent de performance, de performance, de performance. Ils disent pas tous la même chose. C'est pas tous la même chose. Et là, on a un sujet parce qu'en fait, c'est vous qui portez. Et là, vous vous rendez bien compte que des problèmes que vous avez sur le terrain, ils viennent du fait que vous ne parlez pas du tout de la même chose. Donc, il y a ce travail de se dire, OK, quand je dis ça, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux rémunérer en vrai et quel outil j'utilise? Si on me dit que je veux faire que de la surperformance, j'avais un client, lui, c'était le collectif. Il avait le mot collectif à la bouche, mais une phrase sur deux. Et quand on regardait tout ce qu'il a mis en place en matière de rémunération, c'est que de l'individuel. Ça, c'est pas cohérent. Si tu veux qu'ils se bougent sur le collectif, il va falloir aller le stimuler, ça. Et enfin, ma dernière étape, c'est le combien. C'est hyper contre-intuitif, parce que quand on parle de rémunération, on veut parler d'argent tout de suite. En fait, c'est la dernière question à se poser. Et pour moi, le combien, il repose sur deux choses. Un, qu'est-ce qu'on peut se permettre financièrement? Ça paraît foufou, hein. Alors maintenant, un petit peu moins, mais moi, je me suis lancée en 2020 et j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de la tech, dans des boîtes qui étaient financées. Et le sujet de piloter sa masse salariale, parfois, c'était un peu exotique, hein. Et quand je leur disais, mais qu'est-ce que vous pouvez vous permettre sur les 2 ans à venir, c'était un peu genre, on verra. Non, c'est pour de vrai. Comment ta masse salariale, elle va évoluer dans les 2 ans à venir si tu prends ces décisions-là. Ça, c'est crucial. Sinon, tout pète. Parce que si on met au départ des salaires, une politique de rémunération hyper avantageuse, si c'est pour mettre des gens dehors au bout de 6 mois, ou au mieux avoir une politique d'austérité, on a un effet chaud-froid qui va être très désagréable et qui ne sera jamais rattrapable en termes de culture d'entreprise. Et enfin, donc le dernier volet, c'est quelle position on veut avoir sur le marché. Est-ce qu'on veut être au marché? Est-ce qu'on veut être un peu au-dessus, très au-dessus? Ça, c'est une vraie décision politique à avoir. Et j'avais une cliente, par exemple, elle, sa décision politique qui correspondait à son business à ce moment-là, c'était les devs, c'est 90% du marché. À ce moment-là de leur histoire, c'était nous, on veut que les devs nos devs, c'est les mieux payés du marché. Le reste, les sales, c'était à 70, et le reste des fonctions support, ils étaient à 60. Alors, quand on est en RH ou en compta, ça ne fait pas plaisir. Néanmoins, il y a une réflexion derrière qui est logique. On aime, on n'aime pas, mais il y a une logique. C'est un parti pris, ouais. Et une fois qu'on s'est parlé de tout ça, une fois qu'on s'est mis on a parlé de tout ça, on répond très concrètement à 2 questions. Comment ma rémunération elle est définie? Pourquoi moi je gagne 38 et toi 40 alors qu'on fait factuellement le même boulot? Non, cette réponse, je l'ai dans la politique. Et la deuxième question, c'est comment ça va évoluer dans le temps? Et de manière beaucoup plus concrète que peut-être l'année prochaine, en fonction des évaluations de performance, en fonction du budget, en fonction de Non, comment ma rémunération, au sens large, elle va évoluer dans le temps. Et moi, j'ai juste envie de rajouter un point là-dessus. En plus, je trouve que personnellement, donc moi, j'ai mis en place des politiques de rémunération et des grilles de salaire que j'ai adoré faire. Et je trouve que c'est aussi un super exercice de mise à jour, des cartographies aussi en termes de métiers, des fiches de poste. Et c'est un super outil de recrutement parce qu'on sait enfin qu'est-ce qu'on va recruter, les compétences hard skills, soft skills, et être capable de mettre des questions tangibles
pour recruter les bonnes personnes. Donc, c'est pas juste, je trouve, la politique de rémunération, c'est génial parce qu'en effet, tu vas avoir une transparence et ça va éviter les rumeurs en interne, mais aussi, c'est un vrai outil en termes d'attractivité et de recrutement pour les équipes en de interne. gestion des emplois, des compétences aussi, même en termes de formation, mobilité. Les choses sont claires. Et c'est sûr que c'est un travail des managers, des RH, parce qu'il va falloir déterminer les niveaux et pour les techs notamment, faire des grilles d'évaluation aussi de compétences pour déterminer s'il est junior, expérimenté, senior. Donc, il y a tout un travail de fond qui est complexe, mais je pense que quand le pourquoi est bien compris, je trouve que c'est un super travail d'équipe et derrière un outil tangible sur lequel on peut vraiment se reposer. Ouais. Justement, moi j'ai une question, Sandrine. C'est un vaste sujet, on le voit. Je m'interroge sur le fait que évidemment la RH ne peut pas porter ça seule. Donc pour toi, c'est quoi l'équipe idéale, ne doit pas porter ça seule. Voilà, de création et de suivi de cette politique de rémunération? C'est quoi la team? Je vais vous dire, avant de répondre à ta question, je pense que la pire mission que j'ai faite en termes de comment moi j'étais contente de moi après, comment la mission s'est passée, enfin je crois que c'était 3 cofondateurs. On a commencé la mission en urgence alors que la DRH partait en vacances 2 semaines. Là, par contre, ce que moi je mets à mon compte, là j'aurais dû dire on arrête. Alors j'ai dit on arrête, le dirigeant m'a fait non mais vas-y s'il te plaît. Et je fais ok d'accord. Ça c'était une décision nulle, j'aurais dû dire non. On attend la DRH qui va porter le sujet. Si elle n'est pas là, moi j'avance pas. C'est le pilote, la DRH c'est le pilote qui porte ce sujet-là. Alors c'est sûr qu'il y a une équipe, mais c'est le pilote. Donc là si le pilote n'est pas dans l'avion, c'est compliqué. Ouais. Alors surtout qu'elle partait en vacances, à son retour de vacances, c'est moi qui partais. Donc déjà c'était une mission qu'on devait faire dans le rush de base. Alors là, sans elle, c'était n'importe quoi. Et donc j'ai bossé qu'avec le CEO. La DRH me rappelle ensuite et me dit je ne comprends pas ce que vous avez fait. Alors elle m'a dit, enfin elle avait rien contre eux, elle me dit je ne comprends pas les décisions qui ont été prises, ça ne peut pas fonctionner. Écoute, et le mois suivant, c'est un autre cofondateur qui m'a appelé en mode mais je comprends pas ce que vous avez fait. Ah moi j'ai rien fait, moi j'ai mis en œuvre. On m'a dit mais je suis pas d'accord. Ah oui mais parlez-vous entre vous. Tu vois, c'est une seule personne dans l'entreprise s'est arrogé le droit de tout décider sans en parler aux autres cofondateurs, sans en parler s'il n'y a pas 40 cofondateurs, mais à l'ensemble des dirigeants. Et les dirigeants, moi je mets tout le codir. Parce que c'est eux qui sont un des visages de l'entreprise et qui vont porter le sujet en interne. Donc déjà, si tu as quelqu'un dans le codir qui est pas impliqué et qui est contre et qui le dit en public... Donc finalement, on a fait une belle politique de rémunération, une belle grille, et 3 mois après, tout le monde la critiquait. Et alors là, en termes de moi d'impact, je me suis dit... c'était mal amorcé, quoi. Donc l'idéal, c'est quoi? L'idéal, mais moi, je me prends tout le codir. Et je veux un dirigeant, une dirigeante qui soit vraiment impliquée, enfin qui soutienne sa RH et qui lui donne les moyens. Et quand je dis qu'il lui donne les moyens, c'est pas que payer une consultante, c'est de pas l'assommer sous une charge de travail avec d'autres dossiers plus prioritaires. Si on se dit on part sur la transparence, ça devient avant la transparence. Si on part sur la politique de rémunération, c'est ok, cette personne va avoir du temps, on décide que c'est une priorité et on va pas lui demander en parallèle. Évidemment, elle aura d'autres choses à faire. 50 trucs, 50 rendus en particulier. Et juste sur ça, donc en fait, il y a le DRH qui est le pilote, donc il y a le COMEX, il y a aussi donc les managers intermédiaires qui doivent aussi valider. Et nous, on avait fait des retours au CSE, parce qu'à un moment donné, ils vont faire partie de l'équation. Et pour déjà anticiper les potentielles questions qu'on pouvait avoir du CSE, on les a imbriquées dans des retours et ça a permis vraiment à la fin que tout le monde soit OK à 80% sur l'outil et d'avoir une bonne intégration au sein des salariés. Et ça s'était en tout cas bien passé. Donc je pense que il y a aussi, moi je trouve que le CSE a son rôle à jouer. Avant le sujet de la directive, j'avais bossé pour une entreprise qui au départ me dit nous ce qu'on veut c'est une politique de rémunération, une grille de salaire, et ils étaient 2 dirigeants et c'était la transparence, c'est mort. C'était à l'époque où c'était un peu à la mode sur LinkedIn. Ils disaient c'est mort, on n'y va pas, on n'est pas prêt, on n'y croit pas, blablabla. Et au début, c'était la politique de REM, on va la bosser entre nous. Donc on part 2 jours à la campagne, codir au vert, et on travaille ça. 2 mois après, en fait, il faut qu'on l'ouvre. Il y a des décisions qu'on a prises entre nous sur lesquelles on est hyper alignés. Il y en a d'autres sur lesquelles on a des doutes. Et on va les soumettre au manager de proximité. On va faire un atelier d'une demi-journée et on va dire aux gens, voilà ce qu'on a décidé sur lesquels il n'y a pas de discussion. Là, on a des doutes. 3 mois après, ils ont formé les salariés. Et je les ai revus 1 an après, full transparence.
Au départ, c'était pas dans le bon de commande, hein. Mais ils ont mis 1 an à construire leur politique de rémunération en parlant ouvertement, sans parler de chiffres, hein. En parlant ouvertement, en se posant des questions, en réagissant. Et au final, là, ils sont prêts. Et donc, quand le sujet de la loi est tombé, que tout le monde beaucoup de gens étaient en PLS, eux, ils disaient, non, en vrai, nous, on a atteint un niveau de maturité sur le sujet où on peut dévoiler notre grille, c'est pas grave, on est prêt à avoir la discussion. Ils n'ont jamais dit que ce serait le pays des bisounours, hein, et que personne n'aurait de revendications ou de fâcheries à ce sujet. Ils ont dit, non, mais on est prêt à en parler. C'est ça l'enjeu, c'est d'être prêt à en parler. Alors justement, peut-être, ultime question, tu parles de transparence. Et on a beaucoup été dans le sens des vertus de la transparence. Mais est-ce qu'une entreprise peut être trop transparente? Est-ce qu'il y aura un problème à être trop transparent? C'est quoi la limite de cette transparence? J'entendais un podcast avec un dirigeant qui disait tout le monde n'est pas prêt à la transparence. Et donc lui, il avait créé une société où tout était transparent. Et dans la nouvelle, à un moment donné, il s'était dit ok, on va aussi passer à la full transparence. Donc full transparence, tout allait bien, jusqu'au jour où ça n'allait plus bien. C'est-à-dire que sur le marché était compliqué, la société avait des problèmes financiers, et donc il en a parlé aux gens, full transparence. Et là, il s'est dit, mince, parce qu'en fait, il y a des gens qui se disaient, bon, ok, c'est la vie, il y a des hauts, des bas, on avance. Il y a ceux qui se disaient, c'est peut-être le moment de refaire mon CV et de voir si je peux pas partir ailleurs parce que c'est chaud et j'ai pas envie de me retrouver dans une situation délicate. Et il y a ceux qui étaient carrément en PLS, qui avaient très très peur de l'avenir et qui du coup vivaient cette situation très mal. Et ce qu'il disait, c'est vraiment dommage parce que 6-9 mois après, la société, elle est passée. Il se trouve qu'ils ont eu du bol. Non, ils ont bien bossé. C'était un creux et c'est reparti. C'était un creux et c'est reparti. Et il dit finalement, il y a des gens qui sont partis, qui auraient pu ne pas partir. Ça a mis un peu la société en déséquilibre. Il y a des gens qui individuellement étaient mal parce que ils n'étaient pas. Donc tu vois, c'était un sujet de transparence où il s'était dit, si c'était à refaire, il ne donne pas la solution, mais il dit j'y penserais peut-être différemment parce que tout le monde n'est pas prêt à la full transparence. Moi, j'ai juste on va faire quand même la question qui gratte, mais rapide, Sandrine, du salarié, parce que je pense qu'elle est intéressante. Je vais juste la reprendre. Ou si toi tu l'as, vas-y. Oui, donc imaginons qu'il n'y a pas de transparence de salaire dans l'entreprise, c'est globalement le cas, et un salarié veut demander une augmentation. Et c'est un peu compliqué parce qu'il ne sait pas sur quoi se baser. Donc, quels sont les éléments qu'il peut utiliser, ce salarié, pour aller demander une augmentation et qu'elle soit le plus fondée et pertinente possible? Il y a deux choses. Moi, la première chose que je conseille, c'est vraiment de faire son bilan. Depuis que je suis arrivée ou depuis ma dernière augmentation, il s'est passé ça. Et parfois, les gens se disent « Ouais, mais il ne s'est rien passé. » Non, mais vraiment, avant de me dire qu'il ne s'est rien passé, prenez 10 minutes, même 10 minutes, hein, et faites le point sur j'ai pas été augmentée depuis 2 ans. Est-ce que depuis 2 ans, mon poste n'a pas du tout évolué? Enfin, se forcer à trouver en réfléchissant vraiment la plupart du temps. Faire son bilan. Et ça, c'est important parce qu'on a toujours tendance à se dire ça, j'ai pas bien fait, pas bien fait. Et en plus, on a fait plein de trucs super, donc il faut vraiment le valoriser. On minore beaucoup ce qu'on fait parce qu'on se dit c'est normal. Et par contre, non, c'est peut-être pas si normal que ça. Donc, faire son bilan et le porter. Et quand parfois on dit qu'il ne faut pas parler des autres dans son entretien d'embauche, enfin dans son entretien d'embauche, pas dans son entretien individuel ou quand on négocie son salaire, moi j'attaquerai jamais une négo en disant je sais que Marine elle est mieux payée que moi. Par contre, si je n'arrive pas à convaincre en disant tout ce que j'ai fait, là je dégainerai la cartouche, mais en la rangeant très vite. Pas sous l'émotion, sur un critère tangible. Ouais. Je sais. Alors, Marine, c'est mon binôme, on fait le même boulot. Je sais qu'elle est mieux payée que moi. Et puis, tout de suite, il faut la ranger. Hein. Je sais qu'on n'est pas là pour parler d'elle. Néanmoins, tu comprendras que je me pose des questions. Parce que quand on utilise les autres, déjà, ça agace la personne en face. Et si elle est agacée, on n'a plus une discussion. Et ça évite... Enfin, ça permet plus de parler de soi. C'est si je dis, ouais, mais Marine, elle est mieux payée que moi, ça me saoule. Finalement, le manager, il va me parler de Marine, de tout ce qu'elle fait mieux que moi. Alors, si je dis, écoute, je sais qu'elle n'est pas rémunérée pareil et ça me frustre, comprends ma position, là, mon manager, il va peut-être me parler de moi. Qu'est-ce que moi, je ne fais pas assez bien ou machin. Et là, je vais peut-être pouvoir dire, là, je ne suis pas d'accord sur ce point. Ou alors, quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, j'entends. Je ne suis pas d'accord, j'entends. Maintenant, moi, je vais te payer comme Marine. Comment tu m'accompagnes en tant que manager pour que dans 1 an, cette discussion, la réponse, ce soit, OK, tu mérites d'être augmenté
Sur des faits tangibles avec potentiellement des objectifs. Et de remettre le manager... Alors, et des engagements du salarié aussi pour qu'il y arrive, parce qu'effectivement... De remettre, même si le manager a aussi beaucoup de boulot, mais remettre le ou la manager dans son rôle d'accompagnant. C'est-à-dire, comment tu m'accompagnes pour que mon poste évolue assez pour que ma demande d'augmentation elle soit légitime, quoi. Le dernier point qui est parfois utilisé, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est ces études de rémunération de cabinets spécialisés. Les benchmarks. Prendre un peu de distance en disant, voilà, sur le marché, quelqu'un comme moi vaudrait dans une entreprise de même taille, etc. Qu'est-ce que tu penses de, toi, cet élément et de ces études, plus généralement, d'ailleurs? Alors, il y a 2 types d'études. Il y a les études qu'on paye. Donc, les salariés n'ont pas souvent accès à ça, mais des études qui coûtent assez cher et où on a des données relativement fiables. Et il y a les données qu'on trouve sur Internet, donc sur Glassdoor, sur LinkedIn, Payscale. Robert Half et Michael Page aussi publient des choses tous les ans. Moi, je dis c'est un bon ordre de grandeur. Ça donne une idée. Ça donne une idée. Pourquoi pas l'amener sur la table? Par contre, c'est pas la vérité. C'est ça aussi qu'il faut rappeler aux gens. Toutes les études de rémunération, c'est une stat sur un ensemble de données dont la personne dispose. Faut pas le prendre comme une vérité, mais comme un élément potentiellement de... Et parfois on me dit, oui, mais bon, c'est quand même un cabinet de recrutement qui l'a fait. Oui, mais est-ce que le cabinet de recrutement a mis en place une méthodologie de pesée de poste assez fiable pour qu'on puisse se dire, tel poste, tel niveau de responsabilité, ça vaut tant. Donc, moi je dis, il faut regarder pour avoir un ordre de grandeur, l'amener sur la table, pourquoi pas, parce qu'en plus... Moi, je trouve que quand on arrive auprès de son manager en disant, mais voilà, écoute, une fois qu'on n'a plus d'arguments, on dit, écoute, voilà, en plus, moi, j'ai vu sur Internet, dans l'étude machin, qu'à poste équivalent, c'était tant, ou maintenant qu'il y a de plus en plus les salaires sur la dans l'emploi. C'est vrai. Parce que le manager, en vrai, il ne saura pas trop quoi dire. On va dire, ouais, mais écoute, politique de la boîte. Mais que si vraiment, il n'a pas envie de vous voir partir, et c'est ça aussi des fois, c'est des gens qui n'ont peut-être pas leur augmentation. En fait, il ne faut pas avoir peur aussi de négocier, d'en parler, de parler argent pendant ces entretiens annuels, parce que souvent, c'est le sujet qu'on met à la fin, on n'a plus de temps, il nous reste 5 minutes. Si le manager il est concerné et qu'il a envie que la personne reste, il va être toqué à la RH, on va dire, dis donc, on m'a sorti ça, t'en penses quoi? Et peut-être que, et parce que ça arrive, enfin, il est de bon ton de dire que la RH est une grosse radine, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, que la RH dit, oui, effectivement, peut-être que sur ce poste-là, on est décalé par rapport au marché. Est-ce que ce poste-là doit être sauvegardé? Mais c'est pas la DRH d'être la radine. Non, mais c'est un peu non, mais c'est vrai, quand tu regardes sur Instagram, il y a beaucoup de trucs sur la DRH, elle ne peut pas être augmentée. Et parfois, c'est souvent pas la conséquence, en fait. C'est souvent pas la DRH qui va décider. C'est aussi des enveloppes qu'on devrait donner à des managers pour qu'ils prennent vraiment leur rôle pleinement. Et ça, et tu vois, quand on est sur un process transparent, quand les salariés savent très bien comment le process se déroule, le manager ou la manager peut plus dire c'est pas moi, c'est la RH. C'est ça. Non, c'est pas la RH, c'est écrit sur l'intranet. Tu as une enveloppe. Et avec cette enveloppe, tu as décidé que je n'étais pas prioritaire. Je te demande pourquoi. Et parfois, et ça les gens ne veulent pas l'entendre, il est arrivé qu'on me contacte sur LinkedIn en me disant, voilà, moi ça fait 10 ans que je suis dans la même boîte, ça fait 5 ans que j'ai pas été augmenté, et je sais que si je changeais de boîte, je serais payé 20% de plus. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas m'augmenter. Alors attention, la réponse elle pique. Tu me poses une question qui gratte, je donne une réponse qui pique, mais même pas à ta question. Mais des fois, en fait, si les gens ne vous font rien, c'est qu'ils veulent pas que vous restiez. C'est horrible à dire. Oui, s'il n'y a pas d'augmentation. Oui, si c'est comme ça, je m'en vais. Peut-être que ce serait mieux même pour votre santé mentale, plutôt que de rester dans un environnement où vous tournez en rond et en boucle sur le « je suis pas reconnue, je donne beaucoup ». Des fois, il faut aussi... message. Écoute, Sandrine, merci. Et je pense qu'il y a juste une entreprise qu'on peut mettre en avant qui est Clinitex, qui allait très loin sur les sujets, en tout cas de politique de rémunération, où c'est le salarié qui prend vraiment la décision du montant de rémunération et même jusqu'à la fin en termes de décision. Donc, ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais je crois qu'il a intervenu sur ton livre. C'est vraiment l'exemple de quelqu'un, Edouard Pic, le dirigeant de Clinitex, qui a énormément réfléchi à pourquoi on fait les choses. Il y a une vision en tout cas, il a une vraie vision et il est vraiment inspirant et je pense qu'on va le voir de plus en plus discuter de ces sujets-là autour de nous. Qui n'est pas du tout dans l'univers start-up en plus. Donc voilà, c'est une bonne économie bien traditionnelle. Donc il montre la voie, il montre la voie et c'est inspirant et ça c'est chouette. Et il n'a pas peur de faire des tests. Là-dessus, il est très décomplexé de dire on teste un truc. J'ai cette idée, je l'ai bêta-testée 15 fois dans ma tête avec des gens, maintenant on va la tester en conditions réelles. Et si ça ne marche pas, on dira ça ne marche pas et on passe à autre chose. C'est assez intéressant de voir un dirigeant comme ça qui, alors je vais pas dire qu'il a pas d'ego, mais sur ces sujets-là, il a pas d'ego, quoi. C'est-à-dire, on teste un truc, ça marche pas, on en fait un autre. On est assez bon pour rebondir. Donc, vraiment inspirant, Merci Sandrine. Et puis découvrez, que tout le monde découvre ton livre qui est très très intéressant sur ces sujets de rémunération. Il y a beaucoup encore à comprendre. Et belle journée.
Merci. Merci.